Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Justice Endométriose a choisi d'inviter Elisa pour nous parler de son parcours face à la grossophobie dans le milieu médical. Merci Elisa d'être avec nous, bonjour. Bonjour, merci de ton invitation. Avec plaisir. Donc, Elisa est présidente de l'association Les Élégantes Courbes. Elle est aussi militante pour l'endométriose, partenaire de Justice Endométriose. Donc, je suis super contente de t'interviewer aujourd'hui. Donc, bah voilà, l'idée, c'est que tu nous racontes un petit peu ton parcours médical, alors que soit par rapport à l'endométriose ou un peu plus, de façon un peu plus élargie, et le problème de la grossophobie que tu as pu rencontrer sur ton chemin. D'accord, bah écoute, Je te déjà laisse un te grand merci. présenter et puis voilà, nous dire un petit peu voilà, ton témoignage. Ok. Donc je m'appelle Elisa, je viens de faire 40 ans. J'ai 4 enfants qui sont bien grands maintenant, ça va de 11 à bientôt 20 ans. Donc effectivement, je souffre d'endométriose et d'adénomiose. Je souffre depuis l'âge de mes 11 ans, donc depuis ma puberté. Alors moi, j'ai eu un retard diagnostic de 15 ans, hein. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 26 ans, ce qui fait que j'ai une errance médicale assez énorme. Et puis après, une fois le diagnostic a été posé, il faut savoir que c'est pas fini. Souvent, il y a encore de l'errance pour trouver encore des médecins ensuite. Donc effectivement, concernant le sujet de la grossophobie, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai toujours été confrontée, on va dire, au poids, tout simplement, à la prise de poids, la perte de poids depuis, pareil, ma puberté. Ça a commencé à la puberté, au moment des changements d'hormones, voilà, l'arrivée des règles, etc. J'ai toujours fluctué, en fait, au niveau du poids depuis environ mes 12-13 ans. Il faut savoir que moi, toute ma vie, ça a été ce qu'on appelle le yo-yo, hein, un coup en haut, un coup en bas. Donc, j'ai fluctué de 60 kilos à 120 kilos à peu près, en ayant des pertes, des grosses pertes de poids. Donc, ça pouvait aller jusqu'à 20-25 kilos de perte de poids et des remontées de poids aussi assez énormes. Souvent, c'était à la suite de régimes où voilà, on perd un peu au régime et puis on reprend beaucoup plus que ce qu'on a perdu, malheureusement. Et puis aussi suite aux grossesses, parce que voilà, j'ai eu quand même 4 grossesses et les grossesses ont fait qu'à chaque fois, je prenais énormément de poids et j'avais toujours du mal à perdre après les grossesses. Donc moi, la grossophobie, je vais peut-être en parler, mais ça va être surtout par rapport au domaine médical. Parce que j'ai été maman au Mhm. foyer, donc j'ai pas forcément été confrontée tout de suite au monde euh, de l'emploi, hein, même si après j'ai Ouais. cherché du boulot voilà, vers 35 ans, j'ai recommencé à chercher du travail. Et on va dire que je l'ai vu un petit peu dans les yeux des employeurs, on va dire, hein. C'est vrai que quand on arrive avec, voilà, on est forte, on est grande, on a un certain poids, enfin, on a un Ouais, tu visuel t'es face à centré nous. jugé sur l'apparence au Oui, niveau. Ouais. voilà, on Une voit quand même qu'en face discrimination, de hein. nous, voilà, il y a quand même on a une visibilité qui n'est pas la même que d'autres. On le ressent malgré tout. Mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est vrai que j'ai pas une grande expérience, on va dire, dans ce domaine-là, dans le domaine professionnel. Je vais parler plutôt du domaine médical. Alors moi, ça a commencé très tôt. Ça a commencé dès mes 18-19 ans, en fait, parce que j'ai eu mes grossesses très tôt. Et en fait, dès le début, donc ma première grossesse à l'âge de 20 ans, tout de suite, ça a été, oh là là, attention, il ne faut pas prendre beaucoup de poids. Enfin, tout de suite, la barre a été mise sur attention, danger, faut pas prendre du poids. Donc tout de suite, ça a été les injonctions de la société, des médecins, des sages-femmes aussi, sur attention à la prise de poids. Alors moi, pour mon fils aîné, j'ai pris 25 kilos. Donc ce qui est énorme en soi, mais malgré tout, j'étais pas en surpoids, j'étais pas en obésité, j'avais pas de problème de diabète. J'ai jamais eu de problème de diabète en fait pour mes enfants. J'ai toujours été surveillée comme il faut, voilà, essayer de faire attention à ce que je mangeais pendant les grossesses, etc. On va dire que ça s'est accéléré après, en fait, après les grossesses, l'allaitement aussi. Quand on allaite, on est toujours, il faut faire attention à ce qu'on mange parce que ça passe dans le lait, c'est le bébé qui reprend après. Ah Enfin, vous ouais. voyez, on a quand même un certain poids, une certaine culpabilité qu'on doit maintenir, en fait. Et je trouve que c'est lourd. Déjà, ça, c'est lourd dans le parcours, le début du parcours d'une jeune femme. Et après, comme je le disais tout à l'heure, à l'âge de 26 ans, j'étais diagnostiquée du coup d'une endométriose. Moi, ça faisait des années que je souffrais, hein, énormément. J'avais notamment beaucoup de problèmes digestifs, donc des diarrhées douloureuses à en vomir, enfin des nausées, à être bloquée aux toilettes pendant des heures et des heures. Ouais, je Et comprends.
Voilà, et du coup, bah, c'est vrai que ça joue aussi sur l'alimentation, ça joue sur le poids. Moi, ça m'a jamais fait perdre énormément de poids, en fait. C'est pas ça qui jouait, et la prise des hormones, des pilules, Des les essais traitements pilules, hormonaux, ouais. des essais, des traitements hormonaux. Moi, j'ai toujours eu un corps très réactif, et du coup, je prenais très facilement du poids. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essayais une nouvelle pilule, c'était, voilà, montée, prise de poids directe, et les premiers, on va dire les premiers dénis des médecins, pour moi sont, oui, mais les traitements, c'est pas ça qui vous fait prendre du poids. Sous-entendu, si vous prenez du poids, et là on vous le dit, c'est parce que vous faites pas assez de sport, c'est parce que Mmh. vous grignotez trop, c'est parce que vous mangez trop de sucre. Voilà. C'était à chaque fois automatiquement ça. Moi, j'avais beau leur expliquer que j'étais convaincue que c'était les pilules, successives qui me donnaient ces effets secondaires-là, j'étais pas entendue, en fait. Ouais, Voilà. c'était plus facile pour eux de te culpabiliser plutôt que d'admettre, quelque chose qui est finalement connu maintenant, que les traitements hormonaux font prendre du poids. Ah oui, mais complètement, et puis c'était, vous culpabilisez 2 fois plus à côté parce que du Ah ouais. coup, vous osez à force, en fait, on n'ose même plus aller voir notre médecin traitant pour quoi que ce soit. Alors, j'ai notamment un exemple, c'était en 2016 où j'ai eu, d'énormes douleurs, enfin pendant plusieurs mois, j'avais d'énormes douleurs au niveau du sternum et vers le dos. Donc là, bon, rien à voir avec l'endométriose, mais ça fait partie d'autres pathologies. Et à l'époque, j'étais dans une phase où j'allais plus trop voir les médecins parce que justement, bah, j'avais trop de remarques sur mon poids, on préoccupait plus de savoir comment je mangeais plutôt que de savoir comment la douleur, je pouvais la gérer. J'avais aucune solution, et là, j'avais une autre douleur que celle, provoquée par l'endométriose, mais qui m'inquiétait, au point où, bah, j'étais vraiment bloquée, j'arrivais plus à respirer, et cetera. Donc là, cette fois, je suis allée voir mon médecin traitant. Donc c'était une douleur, au niveau entre la poitrine, hein, vraiment, en haut du dos, rien à voir avec, le ventre, les jambes ou quoi que ce soit. Et là, le médecin me sort, «Ah ouais, non, mais en fait, il faut faire plus de sport, c'est parce que vous faites pas assez de sport. Faites plus de sport et la douleur va partir». Voilà, c'était la solution à tout. Donc bah, OK, moi, quand c'était comme ça, je disais plus rien, je partais, dépitée, Mmh. quoi, en fait, plus envie de se battre, et c'est dommage, Ah ouais. et puis après les recherches, on les fait toute seule, et en fait, moi, faisant toute seule mes recherches, j'ai pris toute seule rendez-vous avec un gastro-entérologue, qui m'a prescrit une écho, et en fait, c'était la vésicule biliaire. J'avais des caillots énormes dans la vésicule biliaire, j'ai dû être opérée en urgence, et en gros, je me suis fait mon propre diagnostic, quoi. Parce que Ouais, ouais, il y j'aurais a pas limite mise insisté, en danger là, parce que du coup, oui, c'est vrai que c'est quand ça touche des organes comme ça peut, oui, opération Ah en oui, oui, non, mais urgence. complètement. Et puis Ouais. le médecin traitant n'avait rien à faire. Je suis allée le voir quelques semaines après en lui disant: «Bah, voilà, j'ai quand même été opérée, finalement, c'était la vésicule, rien à faire, hein, pas d'excuses, rien», c'est Il a pas admis non plus à ce ah moment-là. non, 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 c'était Ouais. juste hallucinant, et donc du coup, bah, moi, c'était un des médecins traitants, auquel je ne parlais plus du tout de mes douleurs. Donc après, j'ai changé de région parce que j'ai fait beaucoup de médecins, j'ai changé beaucoup de région, et cetera. Donc l'accès au médical, très difficile. À chaque fois, on recommence, on réécrit son parcours, et j'étais encore dans une phase de prise de poids. Donc là, j'étais en phase montante, on va dire, très fatiguée, les douleurs qui s'accentuent, et donc j'arrive dans cette nouvelle région avec un nouveau médecin, et là, en fait, je reprends mon combat de recherche de gynécologue spécialisé pour l'endométriose. Donc c'est un combat qui est long, ça faisait déjà, plus d'une trentaine de gynécos que j'avais vus, donc je reprends mon combat, et là, je me retrouve toujours, mais enfin, j'ai envie de De dire, pour moi, nouveau c'était, confronté à ça, oui, mais ça devenait la norme, en fait. C'est-à-dire que j'arrivais devant un médecin, et première chose qu'il faisait: «Balance, on se pèse». OK, et donc c'est quoi le rapport avec les douleurs? Est-ce que je vous explique ce que je ressens, en fait? Non, vous vous pesez. Ah bah, oui, oui, vous êtes en surpoids, bah, c'est normal que vous ayez mal, hein, du coup, il faudrait peut-être penser à maigrir, et là, vous vous dites: «Bah, oui, en fait, ça fait déjà 20 ans que j'essaye de maigrir, que ça marche pas». C'est en fait, comme si le fait qu'ils vous disent ça, comme si vous y aviez déjà pas pensé, quoi, en fait. ouais. Ouais, c'est hyper culpabilisant et discriminant parce que du coup, ça enfin, ces médecins-là t'ont refusé des soins, ça toi, tu as Ouais. renoncé de ton côté aussi à poursuivre le combat qui est déjà Oui. compliqué, hein, avec l'endométriose, Ah oui, donc oui, ça oui, fait et que là, rajouter des difficultés c'est ça. et ouais et là, du coup, tu as été opérée il y a pas très longtemps. Comment ça s'est passé par rapport à ça?
Bah, ça a été long. J'ai mis. Alors, la dernière opération date de 2014. Quasiment 2 ans après, les douleurs ont repris. Donc, on va dire depuis 2016, j'ai les douleurs qui ont augmenté et combat a repris. Donc, reprise de gynéco. Donc, comme je disais, il y en a plusieurs qui. Moi, j'avais le sentiment au fond de moi qu'il y avait quelque chose d'autre. La maladie évoluait, je le sentais. J'avais mon intuition qui me disait que c'était pas que le poids et qu'il y avait autre chose et qu'il fallait aller voir à l'intérieur ce que c'était. Parce que les examens ne donnaient rien. Les IRM ne donnaient rien. Les prises de sang ne donnaient, enfin, à part dire que j'étais anémiée, voilà, bon, ça donnait rien. Donc, j'étais persuadée au fond de moi qu'il y avait Qu'il y autre avait autre chose et qu'il chose. fallait aller voir. Donc, je cherchais un gynécologue qui accepte, qui connaisse la maladie, qui accepte d'aller voir à C'est ça. l'intérieur. Sauf Ouais. que déjà, pour en trouver un qui connaisse la maladie, on va Selon dire où dans la on habite, région, c'est compliqué. Toi, tu es dans une zone de désert médical en plus. voilà, c'était extrêmement compliqué dans ce domaine-là. Et le dernier que j'avais vu en date, donc c'était en 2019, c'était juste avant le Covid. J'avais trouvé un chirurgien qui avait quand même passé mon dossier en commission. Et en fait, il m'avait dit clairement qu'il fallait que je perde du poids. Que de toute façon, ils n'envisageraient pas d'opérer une femme obèse comme moi. Donc, à l'époque, je devais être à 95 kilos à peu près, pour 1,70 m. Donc, j'étais en obésité, certes, mais voilà, je n'étais pas non plus en obésité Ouais, morbide. c'est ça. Et il m'avait dit, de toute façon, il va falloir envisager de perdre du poids d'une façon ou d'une autre. Sauf que j'étais toujours confrontée et j'étais dans un cercle vicieux. En fait, c'était le serpent qui se mordait la queue parce que j'avais les gynécologues qui ne voulaient pas prendre en charge ma douleur parce qu'ils disaient qu'il fallait d'abord que je perde du poids. Sauf que je n'arrivais pas à perdre du poids parce que j'avais tellement mal que, en fait, je n'arrivais plus à faire du sport comme avant. Je n'arrivais plus à aller marcher pendant des heures. Je n'arrivais plus à aller en salle de sport. Le minimum d'énergie que j'avais, je le gardais pour m'occuper de mes 4 enfants, de ma vie active de maman. Donc là, en plus, en l'occurrence, j'avais repris le travail. Donc c'était un petit peu compliqué de tout gérer. J'avais plus l'énergie le soir d'aller marcher pendant 1 heure ou deux en rentrant, c'était pas possible, quoi. Et j'avais la Mm. douleur qui était là, qui me paralysait, sauf que j'étais pas entendue. Donc du coup, j'étais dans un cercle vicieux et je n'arrivais pas à perdre du poids. Donc là, dernier gynéco, refus d'opération en 2019. Mhm. Pas de solution du coup, parce qu'on vous laisse comme ça. Et là, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah ok, puisque tous les gynécos que je vois ne veulent pas m'opérer parce que je suis grosse, je vais commencer un parcours bariatrique. Et là, c'est une décision que vous prenez alors que vous avez toujours assumé le corps dans lequel vous êtes. Moi, j'étais bien dans mon corps, quoi. J'étais Et en pas. plus, ton association et tes projets sont sur l'acceptation et le body Tout à fait. positive et tu véhicules vraiment sur tes réseaux et tout, cette image de cette femme qui s'assume comme elle est et Mais tout. c'est Donc, c'est ça. vrai que J'avais c'est. commencé à faire des défilés, des photos pour essayer de m'assumer. J'étais bien. Mais il y avait ce côté médical, voilà, comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête parce que les médecins ne voulaient pas m'opérer. Donc, j'ai commencé Et toi, tu ce parcours. sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait ce Oui. besoin d'aller voir. Ouais. Ouais, je pense que j'aurais été, entre guillemets, mince à 50 kilos. Ils m'auraient opéré direct depuis assez longtemps. Ils auraient vu tout de suite, enfin, le spécialiste aurait vu ce qu'il a vu il y a 3 mois. Mais malheureusement, cette grossophobie en fait, médicale a fait que j'ai perdu plus de 4 ans, quand même. Plus de 4 ans dans le nouveau diagnostic Dans que ta j'ai vie. eu là, début janvier. Ce Ouais. qui est énorme en soi et moi, ce que je trouve révoltant, en fait, c'est qu'on est obligé de subir un autre parcours qui est quand même très lourd, dont j'ai très peu parlé d'ailleurs ces dernières années parce que je l'ai vécu un peu toute seule. C'est un parcours qui est très lourd, qui se rajoute au parcours médical déjà lourd de l'endométriose. Et c'est un parcours où vous subissez. Moi, quand j'ai commencé mon parcours de chirurgie bariatrique, je suis tombée devant un chirurgien qui m'a dit, pour commencer le parcours, il faut déjà que vous perdiez du poids. Ce qui est un non-sens total. Et là, vous vous dites, mais si je viens le voir, c'est que j'y arrive plus, en fait. C'est parce que j'en ai besoin pour mon côté médical. Sauf que comme l'endométriose n'est pas reconnue comme une pathologie, on va dire, morbide, etc., c'était pas urgent pour eux, quoi. C'était pas, j'allais pas mourir, en fait, dans 2 mois, donc c'était pas très grave. C'est pas comme si j'avais eu, je sais pas moi, du diabète, Un enfin, si cancer. Ouais. voilà, c'était pas urgent dans leur tête. Alors que pour Hum, moi, au hum, fond de hum, moi, je le hum. sentais parce que j'avais quand même mes douleurs qui s'accentuaient, j'avais ma paralysie qui s'accentuait. Et Donc j'ai fait finalement, tu as eu quoi comme diagnostic justement à donc l'opération et donc à pour montrer que l'opération, c'était vraiment important et que ton intuition était bonne? la maladie avait évolué, donc les atteintes que j'avais déjà ont évolué, les adhérences aussi, ce qui fait qu'en fait les nerfs, et notamment le nerf pudendal, donc qui soutient le bassin
C'est le nerf en fait qui soutient tout le petit bassin, tout le bassin qui aussi qui touche en fait les intestins, le rectum, la vessie et qui provoquait ces paralysies de bassin que j'avais tous les mois en fait. Donc tous ces nerfs ont été atteints parce que la maladie a évolué et que personne n'a rien vu, n'a rien fait. Donc les nerfs sont atteints, ils sont foutus entre guillemets. Je sais même pas dans quel Ouais. état ils sont à Ça l'heure se actuelle. récupère pas trop, hein. Il y a des solutions pour lutter un peu contre la douleur hors opération, mais un nerf qui est abîmé, moi j'ai le Ah même là, il a problème. abîmé, pour moi, enfin, il m'a fait comprendre que c'était abîmé à vie, qu'on pouvait pas y faire grand-chose. Alors, il a été faire du nettoyage, il a fait ce qu'il a pu, hein, comme à chaque opération, on va dire. Mais oui, mon intuition était bonne parce qu'effectivement, les douleurs, encore une fois, ça fait 30 ans que le parcours est là et on se dit, bah, les médecins vous ont pas écouté, ils se sont ciblés sur votre poids, alors qu'en attendant, bah, la maladie, elle a évolué par derrière, quoi. Ouais. C'est malheureux et c'est rageant, en fait, parce que vous vous dites: «Bah, vous aviez raison, mais personne vous a cru», quoi. Ouais, ça laisse un espèce de traumatisme de, ouais, on n'est pas écouté, on n'est pas reconnu, pourtant on sait qu'on a raison, on connaît quand même notre corps. Et ouais, ça laisse Et un gros arrière-goût bah, il y a amer. un ergot amer, ouais, et puis le fait qu'on n'en parle pas assez aussi. Moi, l'année dernière, du coup, suite à l'opération bariatrique, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Il faut savoir que quand on a une endométriose avec des règles hémorragiques très douloureuses et qu'on subit une sleeve, ça veut dire que pendant 6 mois, vous n'avez pas droit aux anti-inflammatoires et que pendant 1 mois après l'opération, vous êtes obligé d'avoir des anticoagulants. Sauf que des anticoagulants, alors que vous sortez d'une opération, que vous avez vos règles hémorragiques et donc rien pour les bloquer et pas le droit de les bloquer et les anticoagulants, bah, je peux dire Ah oui, pendant t'as 2 bien mois, j'ai morflé. dégusté, quoi. J'ai Ah ouais. dégusté, le gynéco, il pouvait rien me donner, le chirurgien, il pouvait rien me donner. Donc pendant 2 mois, puis ça m'a accentué mes douleurs, on va dire, intestinales, pour faire, beau. Donc pendant 2 mois, j'ai dégusté et ça, on n'en parle pas non plus. C'est-à-dire que les médecins, ils sont contents, ils voient que vous perdez du poids, bah, eux, ils sont contents, quoi. Ouais. Et Il ils voit voient pas pas tous l'à les côté. effets. Ouais. Ils voient pas tout ce que vous devez subir pour pouvoir espérer vous faire opérer. Moi, toute l'année dernière, entre le moment où j'ai été opérée de la sleeve, donc en avril, et le moment où le chirurgien, en décembre, m'a dit: «Oui, je vous opère», moi, j'ai vécu 9 mois d'angoisse à me dire: «Mais si ça se trouve, j'ai subi une sleeve pour rien, parce que si ça se trouve, Il va le pas prochain accepter. gynéco ne voudra quand même pas m'opérer». Mm. Donc c'est quand même un cheminement dans sa tête que je ne souhaite à personne parce que ça rajoute en fait du bah, de l'inquiétude, de la charge mentale, Ouais, et psychologiquement, c'est hyper lourd, hein. Mm. c'est en fait, c'est pas on n'en parle pas assez. Ça fait partie du parcours de la grossophobie dont on ne parle pas assez, je trouve. Ouais. Bah, merci à toi d'accepter d'en parler parce que c'est quand même pas évident. Et du coup, je pense que c'est bien pour les personnes qui verront la vidéo d'être sensibilisées à ça parce que c'est vrai que dans le monde de l'endo, on n'en parle pas du tout. Mmh. Donc, c'est bien, je trouve que c'est chouette de pouvoir le faire et aussi que tu J'adore. puisses parler de ton, voilà, que tu puisses parler de ton projet, Les Élégantes Courtes, ton association, de ce que vous faites et en quoi ça ramène un petit peu de positif dans ton parcours, du coup. Et puis Oui, le parcours de celles qui font partie de l'association. c'est ça. Bah, c'est une association qui a été créée du coup pour valoriser toutes les femmes, dans tous les domaines de leur vie, quel que soit le travail qu'elles font, si elles ont une maladie ou pas, et quelle que soit leur morphologie. Donc le but, c'est d'organiser des défilés de mode et des shootings à thème et de se faire belle, de mettre des vêtements qu'on n'a pas l'habitude, de se voir autrement, par la photo, par l'entraide en fait qu'on a entre nous et de s'encourager. Donc de voir qu'on vit aussi plus ou moins les mêmes choses. La grossophobie, il y a aussi les femmes qui sont minces, qui sont aussi stigmatisées dans la société, du mal à trouver des vêtements, enfin voilà. Tout ça, il y a tellement de domaines en fait qui sont concernés et l'association permet en fait aux femmes de vivre ces moments de manière plus détachée peut-être, voilà, j'ai envie de dire. On essaye de sortir de notre zone de confort pour se voir autrement et moi, c'est ce qui m'a aidée ces dernières années aussi, de pouvoir faire autre chose et de voir la maladie d'une autre manière aussi. Parce que Mm. quand on fait les événements, on peut avoir mal, hein, je dis pas qu'on est toujours très bien, mais on va vivre le moment présent et on va faire quelque chose qui nous plaît, qui nous sort du quotidien, en fait.
Ouais, puis qui crée de jolis souvenirs parce qu'après, bah, vous avez de belles photos, c'est des beaux moments ensemble. Oui, oui, Vous bah, avez même comme je dis organisé un souvent, festival. Enfin, chaque année, vous organisez un festival, oui, donc en plus, oui. c'est une grosse organisation. Et Ouais. puis, je pense que pour autant les bénévoles que les modèles, c'est juste énorme, quoi. Oui, on essaye de valoriser donc le droit des femmes aussi, de parler d'endométriose, de parler d'autres maladies et de soutenir d'autres associations bah, comme la tienne, hein, qui essayent aussi de militer, d'encourager les femmes, de les soutenir. Et je trouve que c'est important, et c'est vrai, comme tu dis, le rendu photo aussi, bah, ça fait partie du parcours de l'acceptation de soi. Parce que les filles, quand elles se voient en photo après, bah, on s'accepte pas forcément tout de suite. C'est un cheminement aussi qui prend plusieurs mois. C'est pas facile de se voir en photo, quelle que soit la tenue qu'on a. Et ça fait du bien aussi de se dire que, bah, parce qu'on n'est pas forcément bien tous les jours, et les jours où on n'est pas bien et qu'on voit ces photos-là, on se dit: «Ah, bah, j'ai quand même été capable de faire ça, tel jour», Ouais. c'est aussi une façon de s'encourager, de se féliciter, aller de l'avant, parce que c'est vrai que, bah, on parlait de la grossophobie dans le domaine médical. C'est pas les médecins qui vont vous féliciter, pour votre parcours, ou qui vont vous dire: «C'est bien ce que vous avez, enduré», c'est difficile de nos jours d'en trouver, hein. Ouais, 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 Donc ouais. voilà. Ok. Est-ce que tu veux rajouter un mot sur vos projets, sur le festival, sur l'association? Oui, bah, du coup, on organise déjà notre 4e édition du festival. Donc en général, elle a lieu au mois de mars, en Bretagne. Donc bah, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Les Élégantes Courbes, hein, et puis là, on a un super projet sous cloche pour l'instant, mais qui va bientôt sortir sur nos réseaux sociaux, et on va inclure, du coup, beaucoup d'associations dans ce projet-là, dont la tienne, donc Justice Endo, et des associations partenaires à la nôtre aussi. On espère que Ouais, ça va bouger un peu les lignes, et puis, c'est une manière aussi de combattre aussi la grossophobie, et toutes les stigmates, en fait, que la société et le corps médical nous imposent en tant que femmes. ouais. Bravo Elisa, j'adore. Non, franchement, c'est vraiment un très très beau projet. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je remettrai les infos du coup dans la barre d'infos sur les réseaux sociaux et pour que les gens puissent aller se faire une idée et puis voir ce qu'il en est. Bah, merci beaucoup, et puis oui, j'insiste sur le fait que notre association, c'est pas juste pour se faire voir et se faire belle. On est vraiment là pour la défendre des valeurs vraiment importantes. L'acceptation de soi, le body positive, l'inclusivité, c'est des valeurs qui sont importantes, qui sont sérieuses. On est une association, voilà, où on essaie de faire des projets sérieux quand même, donc voilà, ceux qui veulent nous rejoindre, il faut savoir que c'est pas juste pour faire carrière dans la mode, en fait. Non, ouais, c'est très important au niveau aussi du soutien que ça apporte aux personnes qui participent, enfin voilà, dans votre association en termes d'accompagnement aussi. Enfin, ouais, ouais, c'est quelque chose de complet, de très bien fait, de pro et Et puis de voilà. sensibilisation aussi grâce à nos partenaires photographes, parce qu'on sensibilise donc au mois d'octobre, on sensibilise au cancer du sein. On fait un shooting dans ce thème-là, forcément, qu'on publie sur les réseaux sociaux. Et au mois de mars, on fait un shooting de sensibilisation à l'endométriose. Donc, à chaque Mm. fois, tous les ans, on essaie de sensibiliser vraiment à des causes qui touchent aussi les membres de l'association. Et puis, d'engager aussi, sur d'autres projets, voilà, où on essaye de faire, porter en fait, ces projets-là auprès des députés aussi également, parce que c'est important de faire parler en fait un peu de toutes ces valeurs, et de faire parler des Ouais. associations partenaires, comme la tienne. Donc, moi je tiens à te féliciter aussi d'avoir créé ton association. C'est une association qui mérite à être connue, je l'ai dit souvent, hein, j'ai plaisir à aller mettre quelques À affiches de plaider temps à pour autre. nous. Ouais. Mais c'est vrai que quand les gens ils: «Ah non, je connaissais pas, c'est quoi?» Et puis ils sont vachement intéressés, voilà, et ils sont avides, j'ai envie de dire. Ils sont avides d'informations, sur ce que tu fais, sur ce que tu engages, en fait, au sein de ton association, donc merci. Ok, merci. Merci bah, pour ces mots. Merci pour cette interview. Merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup Et à toi. puis, bah, à très bientôt. À bientôt.